Bonjour à tous, un nouvel épisode consacré aujourd'hui au contenu des lois de finances, en particulier au contenu des lois de finances initiales. Nous avons déjà étudié la notion de loi de finances, nous avons distingué les catégories de lois de finances que sont les lois de finances initiales, les lois de finances rectificatives et les lois de règlement. Il convient maintenant d'appréhender de manière un petit peu plus précise le contenu de ces lois essentielles qui vont débuter l'exercice budgétaire et qui sont déposées sur le bureau des assemblées parlementaires à l'automne de chaque année. En effet, une loi de finances ne peut répondre au vocabulaire de loi de finances que si dans son contenu, elle présente un certain nombre de dispositions qui, pour certaines d'entre elles, s'avèrent être obligatoires. Et c'est ce qui nous amène à distinguer les trois contenus possibles d'une loi de finances. En effet, successivement, il faudra envisager le contenu obligatoire des lois de finances, le contenu exclusif et le contenu partagé. Déjà, vous en donnez une première définition et ensuite, on fera un détour par le texte organique et on envisagera successivement, au travers de l'article 34 de la loi organique du 1er août 2001, ce qui compose ces trois domaines exclusifs, partagés et obligatoires. Nous allons commencer par le domaine obligatoire. Le domaine obligatoire peut se définir comme concernant les dispositions qui doivent obligatoirement être contenues dans un texte pour que ce texte puisse être qualifié de loi de finances. Une loi qui ne comprendrait pas les dispositions que nous allons énumérer dans un instant, eh bien finalement ne pourrait pas être considérée comme étant une loi de finances. On va y juxtaposer le domaine exclusif. Le domaine exclusif concerne des dispositions qui, si elles doivent être adoptées, ne peuvent l'être que dans le cadre d'une loi de finances. Il faut distinguer de la première catégorie, du premier domaine, en comprenant que ces dispositions ne sont pas indispensables pour que la loi de finances soit qualifiée de loi de finances, mais que ces dispositions finalement ne peuvent pas se trouver dans un autre véhicule législatif que celui d'une loi de finances. À distinguer du troisième domaine qui permet de caractériser les lois de finances, à savoir le domaine partagé. Comme son nom l'indique, il s'agira ici de dispositions qui peuvent prendre place tout à la fois, soit au sein d'une loi de finances, soit au sein d'une loi ordinaire. Alors, on comprendra à la fin de cette vidéo, si vous ne l'avez pas déjà perçu, les raisons pour lesquelles on est aussi strict finalement sur le contenu de la loi de finances. Il s'agit finalement de ne pas faire perdre de temps aux assemblées parlementaires lorsqu'elles examinent le texte financier, et il s'agit finalement de se concentrer réellement sur ce que doivent être les dispositions contenues dans cette loi, ce que doivent être les dispositions concernant le budget de l'État. Alors nous allons revenir successivement. Je vous invite maintenant à prendre l'article 34 de la LOLF en référence. Je vous invite également à vous munir peut-être de vos stabilos. Tout juriste étudiant en droit qui se respecte, vous savez que le stabilo peut être d'un usage très très important. Et je vous invite à parcourir avec moi l'article 34 de la LOLF. Alors l'idée, ce ne sera pas effectivement de s'arrêter sur toutes les dispositions, on va s'arrêter sur les plus importantes d'entre elles, mais déjà d'apparence, comprendre ce qui relève de ces domaines obligatoires, exclusifs et partagés. Donc dans un premier temps, je vais être finalement assez rapide dans l'énumération, puisque si vous avez l'article 34 sous les yeux, vous voyez que on vient distinguer une première partie et une deuxième partie dans la loi de finances. C'est ce que nous avions déjà envisagé dans ce focus consacré à la censure constitutionnelle de décembre 1979, puisque pour comprendre cette censure, il fallait comprendre qu'une loi de finances était composée de deux parties. Souvenez-vous, la règle fixée par l'ordonnance prévoyait en effet que la première partie devait avoir été votée avant que le Parlement ne s'engage sur l'examen de la deuxième partie. C'est le verbe voter qui avait posé problème, qui avait conduit à la censure constitutionnelle de décembre 1979. Première loi de finances en l'occurrence pour 1980, censurée dans sa totalité par le Conseil constitutionnel. Voilà pour cette petite parenthèse. Nous revenons ici sur le contenu de l'article 34. Vous l'avez sous les yeux. Je vous invite tout d'abord à identifier les dispositions qui relèvent du domaine obligatoire d'une loi de finances. Successivement, vous pouvez identifier dans la première partie de cet article 34, tout d'abord le premier alinéa qui vous est indiqué comme autorisant pour l'année la perception des ressources de l'État et des impositions de toute nature affectées à d'autres personnes morales que l'État.
Relèvent également de ce domaine obligatoire les points 5, 6, 7 et 8. Nous y reviendrons. Points 5, 6, 7 et 8. C'est ensuite dans la deuxième partie que l'on va trouver ce qui relève également du domaine obligatoire. Dans la deuxième partie, ce sont les points 1, 2 et 3 qui relèvent de ce domaine obligatoire. Nous allons faire de la même manière pour identifier tout d'abord superficiellement ce domaine désormais exclusif tel que prévu par l'article 34 de ce texte. Nous allons faire de la même manière, c'est-à-dire aussi rapidement, avec un stabilo d'une autre couleur, vous allez pouvoir identifier ce qui relève de ce domaine exclusif. Relève de ce domaine exclusif au titre de la première partie de la loi de finances, les points 2, 3 et 4. On va y ajouter 9 et 10 pour cette première partie. Pour la deuxième partie, relève du domaine exclusif des lois de finances les points 4, 5 et 6. Il nous reste le domaine partagé. Le domaine partagé, on le trouve dans la deuxième partie de la loi de finances. Vous voyez que dans l'article 34, il reste un alinéa, le point 7. Le point 7 relève totalement du domaine partagé des lois de finances, c'est-à-dire de dispositions qui peuvent prendre place tout à la fois, soit dans une loi de finances, soit dans une loi ordinaire. Alors, voilà pour une présentation pour l'instant très brute de ce contenu des lois de finances. On va maintenant revenir sur le détail de certaines de ces dispositions pour bien comprendre finalement ce dont il est question. On avait débuté ce domaine obligatoire en citant le premier alinéa de cette première partie. Il est question d'autoriser la perception des ressources de l'État et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l'État. Cette disposition pour nous est essentielle, nous l'avons déjà envisagée dans d'autres vidéos. Il s'agit ici de l'expression du consentement à l'impôt, notre héritage révolutionnaire, ce que nous avons obtenu et inscrit dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen aux articles 13 et 14, à savoir effectivement la compétence confiée à la représentation nationale, confiée au Parlement, d'autoriser la perception de l'impôt au titre d'une année donnée, une expression de ce consentement qui doit s'effectuer de manière régulière et en l'occurrence qui doit s'effectuer dans le cadre annuel. Une autorisation qui est donc donnée chaque année pour une année. Cet article, on l'a vu ensemble, est un article indispensable puisque ça va constituer le fondement juridique du prélèvement de l'impôt dès le 1er janvier suivant. Article qui présente d'ailleurs la particularité de constituer un copier-coller finalement de l'article 1er de la loi de finances précédente, je dirais à la virgule près. On ne fait que changer l'année concernée, mais la formulation est toujours la même pour autoriser finalement le gouvernement à percevoir les impôts au titre d'une année donnée, puisque bien évidemment, on l'aura compris, c'est le cadre annuel qui va s'imposer pour l'expression de ce consentement à l'impôt. On va y trouver également dans cette première partie les données générales de l'équilibre budgétaire. C'est le point 7 qui vous est donné dans le cadre de cette première partie. C'est le fameux article d'équilibre qui vient clore la première partie de la loi de finances. Cet article qui nous permet de connaître le solde budgétaire de l'État, c'est-à-dire la comparaison entre les dépenses et les recettes de l'État, et qui, vous le savez, depuis les années 1970 maintenant pour l'État français, s'avère être systématiquement déficitaire. Au regard, en tout cas, vous pouvez à ce sujet vous rapprocher du fascicule chiffré qui est à votre disposition sur l'ENT, et dans lequel vous avez effectivement les chiffres que nous avions déjà explorés lorsque nous avons parlé du déficit du budget de l'État. Au titre de la deuxième partie, ce sont les points 1 à 3 qui relèvent de ce domaine obligatoire. On va y trouver notamment la détermination par mission du budget général des montants d'autorisation d'engagement et des crédits de paiement. Il s'agit finalement ici d'entrer dans le détail des dépenses de l'État. Cette enveloppe globale ouverte au titre de ce budget fait l'objet d'une répartition, donc d'une présentation avec un niveau de détail au niveau de la mission. Alors, pour comprendre la notion de mission, je vous renvoie bien évidemment à la vidéo consacrée à cette présentation de l'architecture budgétaire de l'État, représentation de cette architecture budgétaire qui conduit à distinguer les notions de mission, de programme et de dotation. Je vous rappelle ici que la mission correspond à une politique publique, telle que la santé, la sécurité, l'éducation nationale par exemple, ou encore la justice. Et l'idée, c'est effectivement de demander aux parlementaires finalement de se prononcer avec un niveau de détail suffisant sur la répartition des crédits ouverts au titre du budget considéré.
Voilà pour cette première approche. Alors, dans le détail, on vient vous expliquer qu'il y a une différence à faire entre les autorisations d'engagement et les crédits de paiement. À ce propos, vous avez une vidéo qui est dédiée, un focus qui est consacré à la distinction entre les autorisations d'engagement et les crédits de paiement. Effectivement, lorsque vous ouvrez les annexes de cette loi de finances publiée au journal officiel, sur le site Légifrance, vous allez trouver un tableau non pas avec une colonne reprenant les chiffres du contenu de ce budget de l'État, mais en fait 2 colonnes distinguant les autorisations d'engagement et les crédits de paiement. Alors pour vous préciser ces notions, je vous renvoie au focus qui est consacré à ces notions d'autorisation d'engagement et de crédit de paiement. On vous y explique notamment que pour la réalisation d'une dépense donnée, on peut envisager de consacrer une enveloppe au titre des autorisations d'engagement, mais que, et c'est très logique si on prend l'exemple des dépenses d'investissement, on peut envisager la réalisation d'un investissement au titre de finalement plusieurs années. La construction d'un bâtiment peut parfois prendre 2, 3, 4 ans. Et bien évidemment, si au global on connaît le coût que va représenter cette dépense, autorisation d'engagement, il est clair que cette enveloppe ne sera pas totalement utilisée au terme de la première année d'exécution, de réalisation. Et donc finalement, les crédits de paiement vont permettre de payer au fur et à mesure ce qui est nécessaire pour la réalisation de cet investissement. Donc voyons plutôt pour l'instant, et sans attendre de visionner effectivement cette vidéo consacrée à ces notions d'autorisation d'engagement et de crédit de paiement, cette différence au travers de cet exemple des dépenses d'investissement. Nous en arrivons également dans cette deuxième partie à identifier comme relevant du domaine obligatoire également les chiffres, en tout cas les montants relevant des budgets annexes et des comptes spéciaux. Alors là, ça suppose de faire un détour dans le cours par les notions d'unité et d'universalité budgétaire, puisqu'en effet, l'ensemble des dépenses de l'État finalement ne sont pas concentrées uniquement dans le budget général de l'État. On a été amené à être un petit peu plus précis dans la répartition des crédits au sein du budget de l'État, et c'est ce qui amène à distinguer le budget général de l'État, où on y retrouve les grandes politiques publiques, des budgets annexes et des comptes spéciaux. Alors pour l'étude de ces budgets annexes et de ces comptes spéciaux, je vous renvoie aux vidéos dédiées, mais là de la même manière, une fois que vous aurez en main ces notions, il faudra comprendre que dans le cadre du budget de l'État, dans le cadre de la loi de finances, les parlementaires seront également amenés à se prononcer par budget annexe et par compte spécial sur la répartition des crédits à opérer en distinguant là également les autorisations d'engagement et les crédits de paiement. Nous en venons au domaine exclusif des lois de finances, à savoir donc les dispositions qui, si elles doivent prendre place au sein d'une loi, ne prendront place qu'au sein d'une loi de finances. Parmi les mesures, en tout cas les dispositions que nous avons identifiées comme relevant de ce domaine exclusif dans le cadre de l'article 34 de la LOLF, on peut s'attarder notamment sur les dispositions consacrées ou en tout cas concernant les affectations de recettes au sein du budget de l'État. Et ici, c'est à mettre en lien avec l'étude des principes d'unité et d'universalité budgétaire, puisqu'en effet, à l'occasion de l'étude de ces principes, on constate, en tout cas on apprend, qu'il n'est pas en principe envisagé de procéder à une affectation de recettes au sein du budget de l'État. Les recettes ont vocation à financer les dépenses sans qu'un lien puisse être établi de manière directe entre une recette perçue, par exemple au titre de l'impôt sur le revenu, et le financement d'une dépense spécifique de l'État. C'est en tout cas la portée de ces principes d'unité et d'universalité budgétaire, sauf que, on l'a vu avec la vidéo consacrée et à ce pan de cours consacré à l'étude de ces principes, les principes d'unité et d'universalité budgétaire font l'objet d'un certain nombre d'aménagements, de nombreux aménagements d'ailleurs, et les affectations de recettes aux dépenses sont quand même relativement répandues. Lorsqu'une telle affectation doit être envisagée, elle ne peut l'être que dans le cadre de la loi de finances. À ce titre, cela relève du domaine exclusif. On va également trouver dans cette première partie une disposition par laquelle le gouvernement va inviter le Parlement à s'exprimer sur la manière avec laquelle devront être utilisés les éventuels surplus en matière de recettes. Le point 10 nous indique « arrête les modalités selon lesquelles sont utilisés les éventuels surplus par rapport aux évaluations de la loi de finances de l'année du produit des impositions de toute nature établies au profit de l'État ». Cette disposition ne figurait pas dans le texte organique en 2001, il a été introduit à la faveur de la révision de ce texte en 2005.
cette disposition introduite en 2005 est le fruit finalement de ce qui s'est passé en 2003 lorsque une certaine polémique a entouré l'usage de ce que l'on a appelé à l'époque une cagnotte fiscale, c'est-à-dire que on a pu constater dans le budget de l'État un surplus de recettes par rapport à ce qu'il y a de recettes fiscales, par rapport à ce qui avait été prévu en loi de finances initiale, et qui finalement restait à disposition du gouvernement qui pouvait finalement décider de l'usage à en faire. Sauf que, on l'aura compris, il revient au Parlement de s'exprimer sur le sujet, et la question pouvait se poser, était-il normal finalement que le Parlement n'ait pas voix au chapitre, n'ait pas la possibilité de s'exprimer sur l'emploi effectivement de ces fonds. C'est la raison pour laquelle on a effectivement introduit dans les dispositions obligatoires de cette loi de finances, eh bien, la nécessité pour le gouvernement de s'exprimer, la nécessité pour le Parlement de s'exprimer sur l'emploi à faire de ces crédits. Alors pour la précision, il faut savoir que depuis que cette disposition a été introduite dans la loi de finances, de manière systématique, les parlementaires se sont prononcés pour que ce surplus de recettes soit affecté, soit utilisé pour finalement désendetter l'État. On a vu également les chiffres dans le fascicule chiffré. On sait que le niveau d'endettement de l'État est très important. Il le sera encore plus au terme de la crise sanitaire que nous rencontrons actuellement. Et donc c'est ce qui explique que la décision a été prise, depuis que cette possibilité existe, d'affecter ce surplus de recettes fiscales au désendettement de l'État. Enfin, relève également de ce domaine exclusif les mesures qui vont concerner les garanties de l'État ainsi que la prise en charge par l'État des dettes de tiers. Il est question ici finalement de charges qui ne sont pas à l'instant T constituées. La garantie de l'État, c'est par exemple une garantie qui va être accordée par l'État à une entité, une personne morale extérieure pour lui permettre d'obtenir un emprunt. C'est le même dispositif que ce qu'on connaît pour les personnes privées au titre de la caution. Sauf qu'on l'a bien compris, la garantie de l'État ne va jouer que s'il y a un défaut de l'emprunteur initial. Donc c'est un risque pris, mais ce n'est pas en tant que tel une charge budgétaire immédiate, ça le sera uniquement si le risque envisagé se concrétise finalement. Même chose pour la prise en charge de dettes de tiers lorsqu'il s'agit d'apporter un soutien un certain nombre d'entités, d'autres personnes morales que l'État, et que cette prise en charge suppose la reprise des dettes contractées par cet organisme, cette entité, et bien là également, il s'agit effectivement d'une décision importante qui va donc augmenter de la même manière la dette de l'État. Dans ce cas de figure, bien évidemment, seul le Parlement peut accorder son autorisation, mais on l'aura compris, c'est comme pour la garantie de l'État, ce n'est pas systématiquement chaque année que l'État est amené effectivement à soutenir et à reprendre la dette d'un tiers ou à apporter sa garantie. On en vient au domaine partagé, à savoir les dispositions qui peuvent prendre place soit au sein d'une loi de finances, soit au sein d'une loi ordinaire. C'est le septièmement de la deuxième partie de cet article 34 de la LOLF qui nous indique ce qui relève de ce domaine partagé. On va s'attarder notamment sur les dispositions concernant la répartition des concours financiers de l'État à destination des collectivités territoriales, les fameuses aides, dotations que l'État peut apporter aux collectivités territoriales pour qu'elles assument finalement leur mission. On le comprend ici, ces mesures, lorsqu'elles sont prises, lorsqu'elles sont soumises au vote des assemblées parlementaires, peuvent l'être soit dans le cadre d'une loi de finances, soit dans le cadre d'une loi ordinaire. Autre disposition relevant de ce domaine partagé, les dispositions concernant le régime de responsabilité pécuniaire des agents des services publics. Derrière cette formule, il est question notamment des agents comptables, les comptables publics qui ont en charge le maniement des fonds publics et qui, à ce titre, endossent une responsabilité. Là, on le comprend, lorsqu'il s'agit de préciser ce régime de responsabilité, eh bien, finalement, le Parlement pourra être sollicité soit dans le cadre d'une loi de finances, soit dans le cadre d'une loi ordinaire. Voilà, nous en avons terminé avec cette présentation initiale, première, de ces domaines qui permettent de caractériser une loi de finances. Distinction et en tout cas délimitation importante, car on l'aura compris notamment au travers de ce domaine obligatoire. S'il manque l'une des dispositions relevant de ce domaine obligatoire dans une loi que l'on considère comme étant une loi de finances, eh bien cette loi ne répond pas au cadre juridique des lois de finances. C'est un élément qui est important à prendre en compte parce que bien évidemment, derrière cette notion de loi de finances, c'est bien évidemment un cadre juridique qui trouve à s'appliquer.
et notamment le cadre juridique que l'on commence à voir se dégager de l'article 47 de la Constitution, dans lequel on fixe notamment un délai pour adopter les lois de finances, un délai de 70 jours, alors que l'adoption d'une loi ordinaire n'est pas encadrée par un tel calendrier, en tout cas constitutionnellement parlant, il n'y a aucun cadre fixé et aucune limite fixée à l'adoption d'une loi ordinaire. Donc, importance d'identifier ce qu'est une loi de finances, car derrière cette qualification, c'est bien évidemment le cadre juridique applicable qui en dépend. A l'inverse, donc on va le comprendre, des dispositions qui prendraient place dans une loi de finances, alors qu'elles ne relèvent pas de ce domaine, soit obligatoire, soit exclusif, soit partagé. Eh bien, ce sont des dispositions qui n'ont pas leur place dans une loi de finances. On les identifie d'ailleurs sous un vocabulaire assez spécifique. On parle à leur propos de cavalier budgétaire. Vous avez pour illustrer cette notion un focus qui est à votre disposition déjà sur la chaîne pour vous expliquer ce qu'est la notion de cavalier budgétaire et ce qu'est finalement le domaine interdit des lois de finances. Et là, il faut comprendre qu'il revient au Conseil constitutionnel de jouer à ce sujet un rôle important. L'idée, bien évidemment, c'est de comprendre que si des dispositions qui n'ont pas leur place dans une loi de finances y sont introduites, finalement, cela nuit au débat parlementaire, parce que le Parlement, qui aurait dû avoir un temps d'échange, un débat parlementaire suffisant sur le sujet, la possibilité d'examiner, d'envisager des amendements, perd cette possibilité lorsqu'une telle disposition est introduite dans une loi de finances, du fait du calendrier qui est fixé et du fait de ce fameux délai de 70 jours. Donc l'idée de cette notion de cavalier budgétaire, c'est finalement de préserver la compétence, le pouvoir du Parlement, préserver la possibilité pour lui d'examiner finalement en toute connaissance de cause, en tout cas avec le temps parlementaire nécessaire de discussion, eh bien les dispositions qui lui sont soumises. Donc c'est véritablement une vertu démocratique que d'envisager cette notion de cavalier budgétaire, parce que bien évidemment, lorsque le Conseil constitutionnel est saisi de la constitutionnalité d'une loi de finances, eh bien finalement il va vérifier le contenu de cette loi et c'est quasiment systématique dès lors qu'il débusque un cavalier budgétaire, c'est-à-dire donc une disposition qui n'a pas sa place au sein d'une loi de finances, eh bien il va la censurer, non pas parce qu'on vient méconnaître ici le champ de compétences du Parlement, mais qu'on vient méconnaître la procédure parlementaire et on vient méconnaître finalement le temps du débat parlementaire devant ces assemblées. Donc une haute vertu à accorder à cette notion de cavalier budgétaire, en ce qu'elle préserve les compétences du Parlement. Je vous renvoie bien évidemment à cette vidéo consacrée aux cavaliers budgétaires. Pour les identifier de manière très précise, je vous y donne un certain nombre d'exemples qui vont vous permettre de comprendre la raison d'être finalement de cette notion. Et je ne peux maintenant que vous inviter à aller consulter une loi de finances sur le site Légifrance. L'idée bien sûr c'est de ne pas entrer dans le détail, c'est le visuel, c'est la structure apparente de la loi de finances qui m'intéresse, pour que vous puissiez bien distinguer ces deux parties de la loi de finances, comprendre et identifier ce premier article consacré effectivement à l'expression du consentement à l'impôt, visualiser cet article d'équilibre également qui illustre le solde budgétaire de l'État, et identifier également une disposition qui sort du cadre de ces deux parties, à savoir l'article liminaire, c'est ainsi qu'il s'appelle, un article liminaire qui est une disposition relativement récente introduite dans le cadre de la loi de finances, puisque cet article liminaire vient positionner dans les grandes lignes la situation budgétaire des finances publiques, c'est-à-dire qu'on va trouver dans cet article liminaire notamment une présentation du solde budgétaire public. On parle bien ici de déficit public et non pas de l'État en tant que tel. C'est donc finalement une présentation beaucoup plus large de la situation que la simple retranscription du budget de l'État dans la première et la deuxième partie de cette loi de finances. L'article liminaire qui est la suite logique finalement de l'épisode du TSCG, du fameux traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance en matière budgétaire, dont on a parlé dans les vidéos consacrées à la discipline budgétaire européenne, et qui a imposé finalement, dispositions qui ont imposé aux différents États membres de l'Union européenne de positionner leur déficit public en distinguant les soldes structurels et les soldes conjoncturels.
Donc si ces notions ne vous sont pas familières, ça veut dire que vous avez peut-être anticipé sur certaines vidéos qui vous sont proposées sur la chaîne. Je ne peux que vous inviter ici effectivement à faire un détour pour appréhender ces notions de solde structurel et solde conjoncturel qui s'inscrivent globalement dans l'exigence imposée par le traité de Maastricht en 1992, à savoir maîtriser notre déficit public à hauteur de 3% du PIB. Voilà, vous êtes maintenant opérationnel sur le contenu des lois de finances initiales, nous en avons presque terminé. Il faut encore évoquer le contenu des lois de finances rectificatives, qui n'est pas tout à fait la transposition directe de ce que l'on vient de voir pour les lois de finances initiales. En effet, les dispositions organiques nous apportent un éclairage également sur le sujet et nous conduisent à constater une différence entre le contenu des lois de finances initiales d'un côté et des lois de finances rectificatives de l'autre. En effet, une loi de finances rectificative ne comporte que les points 6 et 7 de la première partie au titre de ce domaine obligatoire, à savoir les dispositions chiffrées concernant le budget général de l'État, les budgets annexes et les comptes spéciaux, ainsi que l'article d'équilibre, ce fameux article qui clôt la première partie de la loi de finances et par lequel on va avoir un visuel sur le solde budgétaire de l'État, donc solde budgétaire actualisé au regard des dispositions contenues dans cette loi de finances rectificative. Vous voilà maintenant définitivement opérationnel sur le contenu de ces lois de finances.